Substance. Podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Alexandre et l'émergence de la pensée magique, épisode 2. Avant de partir en Amazonie, Alexandre prend quelques contacts sur place, notamment avec Guillermo Arevalo, un chaman Shipibo connu des Occidentaux. Il apparaît notamment dans le film Blueberry de Yann Kounen. Il souhaite également rencontrer le peintre Pablo Amaringo, qui est célèbre pour ses peintures inspirées de visions d'ayahuasca. Dans un premier temps, Alexandre va errer un petit peu avant de trouver le bon lieu et les bonnes personnes pour suivre sa diète. Il partait avec l'idée de passer 2 ou 3 mois dans la jungle, mais il restera finalement 1 an. 1 an au cours duquel il va découvrir le monde rude, complexe et magique du chamanisme amazonien. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance. Je me suis rendu là-bas, j'ai rencontré Guillermo. Donc ça a été à l'atterrissage dans l'Amazonie péruvienne à Iquitos. C'est pas la zone traditionnelle où vivent les Shipibo, hein, ils sont plus au sud, autour de Pucallpa. Et bon, j'ai passé 2 semaines là-bas et je sentais pas que c'était l'endroit pour moi en fait. Ça a été une belle ouverture, j'étais plus en contact finalement avec son assistant qui était aussi un Shipibo. Et lui-même m'a proposé en fait de me louer une petite maison en banlieue de Pucallpa pour que je fasse ma diète tranquille, là où habitaient sa mère et ses enfants. Et donc je pense que j'ai dû passer 1 ou 2 semaines là-bas au début. Je suis descendu à Pucallpa en bateau, c'est plus ou moins 1000 km en remontant le fleuve Ucayali depuis Iquitos. Une fois là-bas, donc j'ai été posé dans cette petite maison, mais pas du tout dans la jungle en fait, hein. C'était dans une banlieue, des petites maisons avec de la tôle, de la terre battue tout autour. Donc voilà, bon, j'étais content d'avoir ce contact, d'arriver là-bas. Et puis une fois là-bas, j'ai pu rencontrer par hasard. En fait, je suis arrivé, et je crois, juste au moment où je suis arrivé, Pablo Amaringo, le peintre, est mort. Donc j'ai pas pu le rencontrer. Et du coup, c'est via d'autres chamans que j'ai dû croiser, qui m'ont parlé d'une famille, les Tangoa, qui avaient une sorte de petit centre, quelques cabanes à côté d'un lac, à 1 heure d'une communauté qui était plus bas sur le fleuve, et qu'il y avait la possibilité de peut-être louer un espace là-bas, dans la nature, pour continuer ma diète. Ma diète avait été ouverte par Guillermo et son assistant, et l'idée était de la continuer à distance finalement, en trouvant un endroit adéquat. J'ai eu la possibilité de louer une petite cabane dans un endroit assez reculé, donc à 1 heure de marche de la communauté. Si tu veux, la communauté, elle est au bord du fleuve, et là, on marchait vers un lac, ce genre de lac, des lagunes qu'il y a à l'intérieur de la jungle, qui sont des endroits assez sacrés et assez puissants énergétiquement. Les esprits là-bas sont très forts. Et donc, j'ai pu m'installer dans une petite cabane. Elles n'étaient pas en très bon état, et puis elles ont été un peu refaites. Et voilà, je payais un petit loyer, et j'étais là avec mes vivres, les plantes que je diétais. La plupart du temps tout seul. De temps en temps, les gens de la famille passaient un week-end où ils emmenaient peut-être quelques personnes qui voulaient boire la médecine, l'ayahuasca. Donc je les croisais pendant un week-end, puis ils retournaient à la ville, parce qu'ils habitaient à la ville à ce moment-là, Pucallpa. Et s'est posé la question à un moment donné j'avais pas de maestro, de guidance sur place en fait. Guillermo étant plusieurs milliers de kilomètres au nord, il n'était pas très intéressé finalement parce que je faisais. Il n'y avait pas vraiment de contact avec lui. C'est un centre où ils reçoivent beaucoup d'occidentaux. Il y avait un autre centre à côté où il y a des diéteurs, juste des diéteurs, et j'avais rencontré un autre Alexandre, il me semble un Français aussi, qui lui était parti dans ce centre de diéteurs, mais c'était très cher, genre $2000 le mois, et enfin ça me résonnait pas en fait d'être encadré là-dedans. De nature un peu plus sauvage, plus rebelle, j'avais envie de faire mon exploration tout seul, aller louer un petit truc et faire les choses comme ça. Mais en fait, sont venus à ma rencontre la personne qui est devenue mon maestro, Don Pedro, et son fils c'était Humberto, qui est venu un jour, et la veille, moi j'étais très fort dans le processus de diète avec des rêves très significatifs. J'avais fait un rêve très significatif en lien avec l'autre chaman, Guillermo Arevalo, et tout le monde de la diète. Enfin, c'était très symbolique en fait de comment il gérait ses élèves, comment il enfermait ses élèves, comment il prenait l'énergie des diètes de tous ses élèves aussi. Donc quelque chose de très négatif concernant la personne. Et finalement, j'ai réussi à m'en échapper dans mon rêve en éclatant, je me rappelle encore de ce rêve,
sorte de grand projecteur halogène, une sorte de lumière sur ce mec qui a fondu. Et puis là, j'ai pu m'échapper et deux aigles ou des faucons, enfin en tout cas des rapaces, me suivaient et m'ont agrippé pour m'emmener en dehors de la limite du terrain de cet homme, sur une route dans la jungle. Et le lendemain, donc, viennent à ma rencontre, comme par hasard, Pedro et Humberto, et on discute. Et je leur explique que je suis là, et ils sont très intéressés par le gringo. En fait, ils sont venus parce qu'ils ont entendu qu'il y a un gringo qui diète là-bas, et que eux, c'est des pratiquants de cette médecine, quoi. Donc, traditionnellement, de génération en génération, depuis un certain temps. Et un très bon contact s'est établi avec eux. J'ai dû rester encore un mois là sur place à côté du lac, et finalement, je les ai rejoints à la communauté, dans leur maison. Et petit à petit, on s'est de plus en plus rapprochés, connectés, et Pedro repris un peu la guidance de mes diètes. Mon quotidien dans cette cabane au bord du lac, dans la jungle, oui, la plupart du temps j'étais tout seul. J'avais ramené 2 petits chiens de Pucallpa, qui étaient un peu mes gardiens. Il y en a un qui s'est échappé, qui était perdu. L'autre, il est resté avec moi encore un certain temps, jusqu'à la fin que je reparte de cet endroit. Je pêchais. Donc j'avais du matos de pêche, j'allais pêcher dans la lagune. Évidemment, je savais quels poissons je pouvais manger, les autres pas. Il y a les piranhas, tout ce qui est des poissons à dents carnivores, on peut pas manger. J'avais mon riz, mes lentilles. J'allais cueillir les bananes plantains qui étaient pas très loin dans la chacra. Qu'est-ce que je faisais de mes journées ? Beaucoup de méditation. Quand on mange très peu, on est faible physiquement. Donc déjà, ces petites activités d'aller pêcher, récolter, cuisiner, ça me prenait de l'énergie. Beaucoup, la vie se passe dans les rêves. À ce moment-là, en diète, on n'est pas capable de faire grand-chose la journée, mais il y a toute une autre vie en parallèle qui se passe dans les rêves. Et c'est tout un processus entre le début de la diète et, on va dire, plusieurs mois dans la diète. Il y a tout un processus de nettoyage de la conscience, de l'inconscient, des peurs, où petit à petit, en ingérant les plantes et en changeant l'énergie dans notre corps, l'odeur de notre corps, en fait, les esprits des plantes, ils vont pas s'approcher des personnes qui ont une odeur humaine très forte. C'est pour ça qu'il y a des restrictions sur les épices, la viande, les graisses et tout ça. C'est aussi les odeurs corporelles, l'énergie qui est présente dans nos corps, toutes ces substances, ces essences qui sont présentes dans nos corps. Alors, je faisais un peu d'artisanat, j'écrivais. Je gardais un journal, bien sûr, mes rêves, mes pensées. Je construisais des sortes de calebasses où je faisais des gravures, je dessinais un peu, je chantais pas encore tout à fait, mais ça commençait, oui, à s'ouvrir aussi, mais principalement de la méditation. En fait, dans mon hamac, à observer la forêt, à être en communion, à fumer le tabac, bien sûr, parce que c'est quand même il est présent. Pas nécessairement, mais cet esprit, cette plante médecine est très présente dans la tradition amazonienne. Donc le mapacho que je fumais, j'avais aussi pu récolter des feuilles de tabac que j'ai préparées. Qu'est-ce que je faisais d'autre ? Voilà, quand j'étais tout seul, c'est ce que je faisais. Et puis quand il y avait des gens, je me gardais un peu à l'écart aussi, tout en ayant un petit peu de contact. Mais quand on est en diète, on est supposé ne pas avoir de contacts sociaux. Évidemment pas de relations sexuelles, mais le moins possible de contacts et d'échanges sociaux. Donc rester vraiment dans un espace de réclusion et de méditation. Donc c'est ce que je faisais. Les premiers mois, évidemment, il y a des peurs qui remontent. Alors à 21 ans, tout seul dans la jungle, quand j'ai pris la décision que je voulais rester pas juste 2 mois, mais 1 an, et de faire vraiment ça bien. Et d'ailleurs, c'est ce que disent les chamans en Amazonie. Si on veut apprendre à guérir, si on veut apprendre à soigner, si on veut vraiment s'investir sur ce chemin, c'est minimum d'entrée de jeu 1 an de diète, 1 an d'apprentissage, d'initiation pour pouvoir commencer à soigner. Après, si on veut faire du mal, de la sorcellerie, faire des choses pour son propre bénéfice, pour l'argent, etc., en 2-3 mois de diète, c'est plié. C'est beaucoup plus facile, évidemment, de détruire que de reconstruire ou aider à soigner. Donc quand j'ai eu cette décision qui s'est prise en moi assez tôt en arrivant au bord du lac, j'ai décidé que c'était vraiment l'endroit, parce que j'ai eu des expériences dans mes cérémonies avec l'ayahuasca que je prenais tout seul. Je crois au bout de la 10-12e cérémonie, moi je prenais déjà la plante tout seul dans la forêt. Et ça, c'est pas pour me vanter, parce qu'il n'y a rien à se vanter, mais je vois bien par la suite que c'est pas quelque chose qui est naturel pour beaucoup d'occidentaux, et même pour beaucoup de Shipibo qui vivent là-bas. C'est très restreint, en fait, les gens qui sont capables de vivre ça et de vouloir le vivre. Et après ça, c'est ce qui m'appartient, moi, dans mon expérience. J'aime bien faire les choses
tout seul. J'aime bien cette connexion à la nature vraiment profonde, ces états mystiques de connexion à la nature. Et je pense qu'il y a beaucoup de peurs qui sont pas logées là, qui vont être logées à d'autres endroits sans doute, mais qui sont pas logées dans cet espace-là. Donc voilà, tout seul dans la jungle, boire tout seul la médecine assez rapidement, ça n'a pas été trop compliqué. Ça a été très enrichissant en termes de ce que j'ai pu toucher. Et ça a été beaucoup aussi le processus de ma diète. Donc évidemment, mon maestro était là pour me guider, je le remercie, et pour me donner beaucoup d'indications sur comment diéter, quelles plantes, et toute la sécurité que cela apporte aussi dans l'accompagnement. Mais finalement, par rapport à beaucoup de gens qui ont entrepris ce genre de choses, j'ai beaucoup fait les choses à ma manière aussi, en décidant, bah non, moi j'ai envie d'aller diéter là-bas, donc je vais aller me construire une cabane là-bas. C'est pas forcément ce que la famille... ils auraient préféré, mais j'avais besoin de ça finalement, quoi. Donc un truc un peu rebelle, un peu aventureux, quoi. C'est clairement une âme ou une énergie aventurière, quoi. Donc ouais, les premières semaines là au bord du lac, je me rappelle, je notais je me rappelle plus combien de centaines de jours, et ça me créait des formes de peur, d'angoisse d'être loin de ma famille, tout ça, mais ça restait surmontable, gérable, comparé à ce qui m'était offert en fait, comparé à la possibilité de ce que je pouvais créer. Il y avait et c'est quelque chose qui est encore présent en moi aujourd'hui. Quand il y a quelque chose qui me fait vraiment, qui m'appelle profondément dans mon être, que le désir est fort, voilà, j'arrive à mobiliser l'énergie et la discipline aussi pour le faire. Mais en gros, les premiers mois de diète, dans les rêves, ça nettoie beaucoup l'inconscient. Alors, les peurs, les addictions. On voit une progression se faire beaucoup dans les rêves, où les rêves changent de nature, où la conscience dans le rêve commence à être différente. Alors pour moi, ça a été au bout de 3 mois, je crois, 3-4 mois de diète quand même assez soutenue. Et pareil, je me régulais moi-même. C'est-à-dire, je décidais de manger une fois par jour ou de jeûner peut-être 1 ou 2 jours. Personne ne me disait comment faire ou quoi faire. Personne ne m'apportait à manger, parce que c'est aussi quelque chose qui se fait beaucoup dans la diète, c'est qu'on est pris en charge par un chaman et sa famille, ils vont nous préparer à manger, nous on n'a rien à faire, on est juste alité, il vient nous voir et machin. Et moi, je n'ai pas fait ça comme ça. Alors ça a été certainement plus compliqué à plein d'aspects. Je me suis trompé, j'ai fait des erreurs. Je me rappelle qu'il y avait un jour un des anciens de la famille qui habitait la communauté, qui lui aussi bidouillait un peu avec la médecine, mais on ne savait pas trop si sorcier ou guérisseur. Il avait posé un filet de pêche juste aux abords de ma cabane dans le lac, et il n'était pas revenu le lendemain. Donc moi, j'avais été récupérer le filet. Il y avait un petit anaconda qui était resté coincé dedans, ce qu'on appelle un boa jaune. Et il était en très mauvais état déjà, et donc j'ai mis terme à ses souffrances. Ça a été très difficile avec ma machette de couper sa tête, et j'avais mes chiens et mes chats aussi, j'avais un chat je crois. J'aurais donné à manger la viande de ce serpent, et j'ai voulu goûter. J'étais en diète, évidemment il y a plein de choses qu'on n'a pas le droit de manger, et donc j'ai goûté. Et puis évidemment, ça s'est présenté dans une cérémonie par la suite, où j'ai bu tout seul. Comment je me suis fait... J'ai voulu manger le serpent, mais le serpent m'a mangé, en gros. J'ai été enfermé dans le corps, dans le squelette du serpent. Voilà, ça n'a pas été horrible, mais c'est plein de petites choses comme ça, en fait, où j'ai appris un peu de manière autodidacte, et c'est ma nature aussi. Voilà, à travers ces erreurs. Et j'avais heureusement quand même aussi la guidance, les conseils qui étaient à côté, et que j'écoutais, bien sûr. Mais à cette époque-là, j'étais encore tout seul au bord du lac. Je n'étais pas encore avec l'autre famille. Je n'avais pas shifté, en fait, vers eux à ce moment-là. Et puis oui, au niveau des rêves, petit à petit, la conscience s'ouvre, on devient plus lucide dans le rêve. On nous dit que voilà, évidemment, on doit refuser les invitations parce que se présentent des tentations. Il y a eu des jeunes filles qui sont venues avec un tel ou un tel au bord du lac. À ma rencontre, on nous propose à manger de ce plat qu'ils ont cuisiné avec du sel. Il faut refuser, évidemment, il faut rester dans son truc. Mais ça, on doit aussi pouvoir le faire dans le rêve. C'est-à-dire que ça montre la dédication profonde de toutes les parties de notre être. Même les parties inconscientes et je dirais plus profondes dans le rêve se rappellent qu'on est en diète et qu'il faut refuser. Il y a d'autres espaces qui commencent à s'ouvrir. Là, les esprits des plantes commencent à nous accueillir différemment. C'est ce qui s'est passé pour moi. Et donc, ça a été des rêves lucides, des enseignements de la part des esprits directement dans les rêves.
des cadeaux, des visions, des chansons, des mélodies, des choses qui sont apportées dans le rêve, qui peuvent paraître insignifiantes, mais voilà, quand on est complètement dédié à ça, on sait que c'est pas insignifiant et qu'il y a quelque chose derrière, et que si on le nourrit, si on le cultive, au fur et à mesure, c'est comme ça qu'on construit sa diète, son initiation. Donc voilà. Je souhaitais revenir sur l'épisode où Alexandre rêve que 2 rapaces l'aident à s'échapper de l'influence du chaman Guillermo. Rêve qui est suivi le lendemain par l'arrivée de 2 hommes qui vont prendre la relève dans le suivi de sa diète. Ce genre d'événement est bien sûr intéressant à cause du lien évident et signifiant entre le contenu du rêve et l'événement concret. J'ai donc demandé à Alexandre s'il pouvait y revenir un petit peu plus en détail. J'ai envie de dire, c'est un exemple parmi tant d'autres où les 2 mondes s'entrecroisent, où en fait des informations qui sont perçues dans le rêve ou perçues dans une cérémonie d'ayahuasca par exemple, vont trouver une synchronicité, une résonance directe avec le monde réel. Là, c'était effectivement le cas avec cette décision de shifter, et en fait il y a eu une extirpation. Parce que bon, je me suis rendu compte par la suite que ce chaman qui était très connu, et encore aujourd'hui très connu, très reconnu, publicité par Guillermo, il y a eu beaucoup de gens qui m'ont parlé pas en bien de lui, qui ont eu des expériences très négatives avec lui. Enfin voilà, toujours les mêmes histoires, l'argent, le pouvoir, les femmes. Et notamment, j'ai retrouvé ses compagnons de diète que j'avais rencontrés dans son centre au tout début. 1 an après, je suis retourné à Iquitos et j'ai recroisé ce fameux Alexandre, et ça m'a fait de la peine, mais il a passé quasiment autant de temps que moi en diète dans son centre, et il était complètement largué, vide, aucune énergie en lui. Il avait bien diété, mais en fait on lui avait tout pris. Donc ça, c'est une technique qui existe en Amazonie aussi. Les gens ont mal intentionné, et de plus en plus, et à l'époque c'était pas tellement le cas, mais encore peut-être aujourd'hui d'autant plus, je sais pas, il y a tellement d'intérêt pour ces médecines, pour l'ayahuasca, pour les diètes. Il y a beaucoup d'occidentaux qui vont faire ce travail aujourd'hui. Il faut faire attention avec qui on le fait, parce qu'il y a des chamans qui sont moins bien intentionnés, qui pensent que ce savoir doit rester dans les mains des indigènes, qui vont donner une diète, mais en fait, au fur et à mesure de la diète, ils ont cette technique pour aspirer la diète de l'autre. Donc, ils font diéter des gens à leur place, en gros. C'est-à-dire qu'ils vont prendre toutes les énergies, toutes les acquisitions de la personne, qui va se retrouver avec pas grand-chose au final. Donc, c'est assez sournois. Et ça a été le cas donc, quand j'ai revu cet homme, et il y a plein d'autres choses qui m'ont été apportées par d'autres Shipibo. En fait, dans la communauté Shipibo, dans le peuple Shipibo, il n'est pas du tout bien vu. Et c'est pour ça, entre autres, qu'il a dû s'échapper de la région pour aller fonder un centre à Iquitos. Il a été attaqué même par des hommes armés. Enfin voilà, pris dans des trucs pas très chouettes. Pourtant, cet homme, je reconnais, a une grande médecine. Je veux dire, c'est un grand chaman aussi. Il a très beaux chants et il a cette connaissance. Et en fait, je vois pas ça de manière négative, mais sur le moment, il y a eu... Quand j'ai décidé de changer de tuteur ou de maestro, il y a eu des attaques qui se sont passées sur moi et sur la famille aussi. Moi, ça s'est traduit par une furonculose aiguë, donc des énormes furons qui sont apparus d'un coup avec sur le bras, et puis sous le bras, et puis un peu partout, et ça a commencé à dégénérer en septicémie. J'étais en diète à ce moment-là. C'était donc au mois d'avril ou mai, peut-être plutôt mars, je crois. Donc 2-3 mois après avoir entrepris d'être accompagné par cette famille de guérisseurs. Et certains de la famille ont eu ça aussi. Puis dans l'ayahuasca, on a pu voir, c'était comme ça existe en Amazonie, des attaques de fléchettes magiques en lien avec les esprits. Là, pour le coup, de manière anecdotique, je peux en parler, c'est l'esprit des loutres. Donc il y a des très grandes loutres en Amazonie qui sont des animaux assez féroces et qui sont aussi des animaux utilisés par les sorciers. Les esprits de ces animaux, ils vont envoyer des fléchettes qui sont comme des os de poisson en fait. Et ça crée des infections mais fulgurantes, quoi. Et j'ai eu par la suite d'autres attaques du genre, et effectivement, on sent l'attaque, on sent la pénétration de ce corps, donc une piqûre ou quelque chose dans notre corps. Et le lendemain, on commence à sentir qu'une infection se commence à se mettre en place. Tu sens dans le corps, ouais, ça m'est arrivé une fois, en pleine cérémonie, de sentir une attaque, et là, dans mon dos, de sentir vraiment la fléchette. Alors, j'ai pu, avec mes outils, m'en débarrasser sans trop de mal, mais j'ai senti dès le lendemain des petites micro-coupures, des trucs bêtes, qui normalement n'ont pas de problème, qui commencent à s'infecter, le corps qui se met dans une autre disposition, et on sent l'infection qui prend. Et c'est comme ça que voient la maladie les indigènes d'Amazonie, et dans le monde entier souvent. C'est-à-dire que le mal, l'infection ou le problème, le virus, la maladie,
prend toujours source dans le monde énergétique et spirituel. C'est toujours l'immixtion d'une énergie nocive dans un corps sain qui va générer par réaction en chaîne en fait un changement dans l'aspect biophysique en fait des mécanismes du corps. Donc ça j'ai pu l'expérimenter moi-même. Et puis une de ces infections j'ai pris, je me rappelle, c'était de la pénicilline en injection, mais il y a eu un travail chamanique derrière aussi parce que voilà. Et bon, ça a été pendant toutes ces années où j'ai cheminé en Amazonie et par la suite, c'est quelque chose de très très présent en fait. La bataille de sorciers, de guérisseurs, les attaques de sorciers, et d'autant plus quand on est un jeune étranger gringo dans la forêt. Alors, dès qu'un sorcier, même des sorciers qui sont pas forcément très méchants, ils vont vouloir, ou des guérisseurs, ils vont vouloir te tester. Et ça fait partie de la tradition. Quand on apprend, on est testé par des gens qui connaissent mieux pour voir si on a bien appris. Donc j'ai eu beaucoup de tests comme ça et certains par la suite qui ont porté atteinte aussi à des gens proches dans ma famille, notamment mon père, ma compagne de l'époque, ma fille. Enfin voilà, c'est un monde qui n'est pas aussi enchanté et parfait que ce que peut se représenter un peu l'occidental quand on veut aller en Amazonie. C'est une autre manière de voir les choses. Il y a une grande ambivalence entre la lumière, l'obscurité, entre le guérisseur, le sorcier, celui qui attaque et qui s'est soigné. Alors heureusement, la famille avec qui moi j'ai pu atterrir, c'est vraiment des guérisseurs et ils sont pas du tout dans ce truc d'attaque, de sorcellerie, et ils se défendent et ils en subissent beaucoup. Parce que quand on soigne quelqu'un qui a été frappé par un mal venant d'une autre personne, on est confronté directement au sorcier derrière. Et ça, moi-même, j'ai pu l'expérimenter quand des patients sont venus me voir, me chercher, demandant de l'aide. J'ai été confronté au sorcier qui était derrière. Enfin voilà, c'est tout un monde qui fait que il faut savoir là où on met ses pieds. Alors je ne savais pas exactement où je mettais mes pieds, mais je savais que c'était juste. Mais ça a été toute une phase initiatique qui n'a pas été juste la diète. La diète, c'est le début. C'est ce qui nous permet de connecter, d'incorporer tout ça. Le grand apprentissage, la grande initiation, c'est toutes les années derrière, après, de pratique, de mise en pratique de ces choses, de ces connaissances, de cette acuité visuelle ou de compréhension. Et en voulant aider les autres, on est directement mis en lien avec leur espace énergétique et s'il y a l'espace énergétique de la personne qui les a attaqués, ou dans d'autres cas, ça va être plus en Occident, les mémoires transgénérationnelles, karmiques, des parents, des trucs. Et voilà, on n'est pas en reste ici non plus en Occident d'énergie néfaste et de sorciers aussi. Hein, ça existe aussi ici aussi, les gens qui bidouillent à leur manière, quoi. Donc traditionnellement, quand on est en diète, on n'est pas supposé prendre beaucoup d'ayahuasca. Parce que l'ayahuasca, c'est une énergie très forte qui chamboule beaucoup de choses dans le corps, qui va ouvrir des espaces de vision, etc. Donc c'est quelque chose qui peut venir choquer aussi le diéteur. On prend l'ayahuasca à des moments clés pour ouvrir la diète, pour la fermer, et au milieu, à certains moments charnières, pour voir un peu où est-ce qu'on en est dans la diète. Si besoin, le chaman qui va donner la plante va nous rectifier, nous réaligner dans notre diète. Donc si on a fait des écarts, s'il y a des choses un peu à réaligner dans le corps du diéteur, il va faire ça. Mais le diéteur en tant que tel, sa connexion, elle est avec les plantes qu'il ingère. C'est pas forcément des plantes psychotropes non plus. Alors, il y a des plantes qui sont de différentes forces aussi, qui vont être donc différentes énergies, qui vont avoir différentes forces dans le corps. Par exemple, moi j'ai pu diéter la plante qui est le toé, c'est une forme de datura de la jungle, qui est une plante très puissante. Donc le toé blanc, avec une fleur blanche, qui est plus considérée comme étant une médecine pour soigner. Et là j'ai fait aussi un peu à ma manière, quoi, des jours de jeûne en prenant la plante, en étant dans un état, c'est pas vraiment hallucinogène, mais c'est plus dissociatif. C'est quelque chose de très très fort, les espaces dans lesquels ça peut emmener. Et puis il y a l'énergie qu'elle donne dans le corps. C'est comme ils appellent les shipibos, cette plante, ils l'appellent kana chiri. Ça veut dire kana, la foudre, chi, c'est le feu de la foudre en gros. Et cette électricité, on la sent bien dans le corps, quoi. Et pareil, le tabac, une plante très puissante, pas forcément psychotrope, stimulante. La nicotine qui est aussi un poison à haute dose, purgative très forte. Quand on prend le tabac et qu'on vomit pas, dans le corps c'est très très fort. On a des secousses d'énergie très désagréables dans les nerfs, dans les muscles, etc. On dort pas. Donc il y a certaines plantes qui peuvent être très puissantes et des arbres aussi. J'ai diété des arbres vers la fin de ma diète.
Donc voilà, en gros, au début de la diète, on prend des plantes qui nettoient, qui sont pas trop fortes. Alors, ça a été des pignons colorado ou d'autres plantes. Il y a des bains de plantes aussi, qu'on va pas forcément ingérer oralement, mais qu'on se baigne avec ces plantes pendant la diète et elles vont avoir un impact assez fort aussi sur nous. Toutes sortes de plantes pour se baigner, pour se nettoyer, pour se protéger, d'autres pour voler, pour faire voler mieux l'esprit, pour attirer les bonnes choses, attirer les femmes. Il y a des plantes parfumées, mais très très large palette de plantes et d'utilisation psychomagique en Amazonie. Ouais. Peu à peu, le long des jours et des mois qui passent, Alexandre s'éveille au fond de sa retraite isolée à un univers subtil qui lui était inconnu. Le changement radical de ses conditions de vie va entraîner un changement radical de perception. Avant de partir, je vous rappelle que vous pouvez soutenir le podcast grâce à une page Tipeee dont le lien est en description. Dans le prochain épisode, Alexandre nous racontera comment il a vécu son changement de paradigme et ce qui en a découlé à son retour en Europe. D'ici là, portez-vous bien.